Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'icônes. Ces icônes qu'on voit de manière inconsciente tous les jours dans une interface, mais qui peuvent par moments être susceptibles d'incompréhension. Et donc ici on va voir comment, sur des conseils, des exemples, comment finalement faire des icônes, créer des icônes de manière simple et intuitive. Ici sous les yeux vous avez trois types d'icônes, trois significations, le burger, la loupe et le panier, qui sont quand même des icônes, on va dire les trois icônes les plus connues, je pense, dans l'univers du digital. Mais vous allez voir que pas tous les icônes sont compréhensibles et comment finalement rendre tout ça clair pour l'utilisateur. Donc on commence par trois grands types d'icônes. La première, c'est les icônes universelles. Ces icônes qui sont des symboles graphiques instantanément reconnus, comme la loupe, comme je vous disais, le panier ou encore le menu burger. Et elles permettent donc sans explication, sans label finalement, elles permettent de communiquer sur, typiquement de manière intuitive, sur l'action, sur ce qu'il peut y avoir derrière, comme le panier ou comme le menu burger, pour représenter un menu sur un mobile. Ensuite, nous avons des icônes en conflit. Ces icônes en conflit représentent finalement des icônes qui peuvent avoir une double symbolique, une double signification, comme par exemple les cœurs ou les étoiles. On peut mettre en favori avec un cœur, on peut mettre en favori avec une étoile, selon l'interface, le produit, mais on peut également liker quelque chose ou noter quelque chose aussi avec des cœurs et des étoiles. Donc ces icônes peuvent être amenées à être confondues et donc amener des interrogations finalement pour l'utilisateur sur les interfaces. Et enfin, des icônes uniques. Ici, des icônes qui sont finalement dédiées à une seule fonctionnalité, dédiées à une seule action peut-être. Typiquement, là je donne comme exemple ici le Game Center d'Apple. Et ben, c'est trois cercles colorés qui ne forcément d'un premier point de vue ne correspond pas forcément et n'évoque pas forcément le jeu, mais finalement représente de manière unique ce que Apple a voulu représenter dans cette icône. Une icône doit donner du sens, sinon elle devient un simple bruit visuel nuisant à l'expérience utilisateur. C'est vrai que si on rajoute des icônes pour rien, ça peut augmenter la charge cognitive, la charge mentale de l'utilisateur, et donc finalement faire l'inverse de ce que ça doit être de base, guider l'utilisateur et rendre l'interface plus intuitive. Donc, quels sont les rôles des icônes dans l'expérience utilisateur? Rapidement, quelques points clés que vous pouvez ensuite creuser de votre côté, mais globalement, ça va faciliter la navigation. Elles peuvent simplifier la navigation, la rendre plus intuitive. Ça peut économiser aussi de l'espace, finalement condenser des informations ou remplacer des petites images, par exemple. Elles uniformisent l'expérience. Des icônes créent une cohérence finalement sur l'image de marque, visuellement, à travers les différentes applications, les produits, etc. Elles améliorent la reconnaissance visuelle. Typiquement, elles peuvent permettre aux utilisateurs de reconnaître rapidement une fonctionnalité dédiée, comme par exemple la recherche. Elles ajoutent aussi de la créativité. On peut rajouter du motion sur les icônes, de l'esthétique, des couleurs, etc., un style graphique. Et elles apportent aussi de la familiarité. Donc, elles sont reconnaissables rapidement pour l'utilisateur pour aller chercher une fonctionnalité. Typiquement, le téléchargement, on va pouvoir reconnaître un icône de téléchargement pour télécharger un modèle, un template, un document dans une interface. Mais malgré ces avantages et ces rôles bien définis, les icônes elles posent souvent des problèmes d'utilisabilité lorsqu'elles sont conçues sans tenir compte de nombreux inconvénients qu'elles peuvent avoir finalement. Donc quelques généralités. Comme on a vu, il y a trois types d'icônes et les icônes donc universelles, elles sont rares finalement. Euh, il y a très peu d'icônes qui sont reconnaissables par tous et de manière commune. Et finalement, cette absence de normes, elle peut nuire à une adoption d'une icône au fil du temps. Car les utilisateurs ils ne peuvent pas finalement compter sur l'icône en question pour avoir la même fonctionnalité à chaque fois dans chaque interface. La recherche, c'est le cas. Une loupe, une recherche. Mais si c'est une icône qui est unique et qui n'est pas uniformisée, alors les questions peuvent se poser sur l'interface. Typiquement ici, un exemple avec de nombreuses icônes que j'ai pu récupérer d'une base de données. Il y a des icônes qu'on peut reconnaître facilement, comme le Bluetooth, mais d'autres icônes où on peut se poser la question de à quoi finalement elle sert, ou qu'est-ce qui peut se cacher comme action derrière. Les icônes, donc comme je disais, elles peuvent porter à confusion, comme je le disais en introduction avec l'étoile
et le cœur. Voilà, donc en fonction, elles peuvent être, finalement, elles peuvent avoir des fonctionnalités variées derrière ça, et ça peut porter à confusion sur l'interface. Bien évidemment, le contexte du produit fait que l'icône, pardon, peut être reconnue rapidement et compréhensible par l'utilisateur. Et souvent, les icônes, finalement, elles ont besoin d'un libellé d'un texte. Un libellé de texte, par exemple, doit être présent à côté d'une icône pour clarifier finalement sa signification. C'est pas un point négatif de rajouter finalement du contexte à une icône pour finalement ben, apporter une plus-value, apporter un contexte, une aide finalement à l'utilisateur. D'autant plus que si vous designez en tout cas et vous customisez vos icônes avec votre image de marque, l'icône peut être un peu plus amenée à être moins scannée rapidement par l'utilisateur et donc rajouter un label permet donc de rassurer l'utilisateur sur sa future action potentiellement derrière l'icône. Typiquement ici, dans cet exemple-là, admettons qu'on voit une barre d'icônes à gauche, et ben on peut se poser des questions sur quelles icônes correspondent à quoi. Typiquement, l'exemple type ici, vous voyez la recherche, et ben vous savez ici que la recherche fonctionne en tant que recherche. Ça, c'est vraiment un fait. En revanche, les icônes dessous peuvent être déjà un peu plus complexes à comprendre. Et donc, dans les interfaces, c'est bien de minimaliser l'interface, de simplifier au mieux, mais attention, ne pas trop simplifier l'interface pour pouvoir aussi la rendre plus accessible et plus compréhensible par l'utilisateur. Évidemment, il y a des solutions annexes comme le hover par exemple, pour pouvoir mettre en hover sur un icône et comprendre ce que c'est, mais il va falloir plus de temps d'adoption par l'utilisateur sur l'interface pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, et aussi en termes d'accessibilité, de lecture d'écran, de lecteur d'écran, c'est pas forcément très recommandé. Donc là, si on prend ici ces icônes-là et qu'on ajoute finalement un libellé, donc en l'occurrence ici dans un menu qui est quand même beaucoup plus logique, dans un dashboard, on peut facilement voir finalement une icône d'un libellé et de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce menu. Et donc quelques conseils finalement pour concevoir des icônes. Et bien déjà, il faut se familiariser avec les icônes qui sont utilisées typiquement par les concurrents. Typiquement, on est dans un domaine bancaire, on peut réutiliser peut-être un icône, pardon, qui est dans un composant et qui signifie finalement la même chose sur les différentes plateformes. Comme ça, elles seront plus reconnaissables et on peut quand même créer une espèce de norme finalement, une norme par défaut, sans pour autant casser l'image de marque, etc., l'UI, etc., l'expérience. Mais globalement, ça peut être aussi un gain de temps de récupérer des choses qui sont faites par les concurrents pour que les utilisateurs aient déjà une habitude et un usage et un pattern vis-à-vis de certains icônes. Garder la conception simple et schématique, donc là effectivement plus c'est simple, mieux c'est, donc on réduit la quantité de détails sur une icône, c'est quand même relativement petit, donc il faut quand même se concentrer sur les caractéristiques de base de l'objet, de la signification de l'action. Le principe de KISS, Keep It Simple Stupid, peut aider en tout cas dans cette démarche. Utiliser l'arrêt des 5 secondes, donc là on peut très bien faire tester durant un test utilisateur la reconnaissance des icônes et également utiliser le test de 5 secondes pour dire voilà, si nous en tant que designer on ne reconnaît pas finalement que cette icône est appropriée à une action en moins de 5 secondes, alors on peut se poser des questions sur sa signification. Et enfin, inclure un libellé. Évidemment, il y a des icônes qui sont autoportants, mais globalement, voilà, c'est quand même recommandé. Et j'ai rajouté un petit verbatim de Bruce Toknazini, qui est un associé ce côté donc Nielsen Norman Group, et qui dit que un mot vaut 1000 images. Voilà, sur l'adage différent de une image vaut 1000 mots, mais globalement, ça veut tout dire pour les icônes. Et donc tout ça finalement fait référence à un article que j'ai vu sur LinkedIn où Nielsen Norman Group a sorti son livre sur finalement une bible de compréhension et un guide pour faciliter et améliorer vos interfaces et vos expériences utilisateurs grâce à une iconographie qui fonctionne. Donc ce livre, alors je ne l'ai pas lu, mais globalement je vous invite potentiellement à l'acheter et à le lire pour essayer de comprendre en détail et en profondeur comment finalement les utilisateurs perçoivent les différentes icônes, interprètent les icônes et comment appliquer des guidelines concrètes et précises
pour permettre donc de rendre en tout cas les interfaces beaucoup plus intuitives grâce ou par le biais des icônes. Merci beaucoup pour votre écoute.